open shot. Cousins. Full hand stand. Look out below. Bogdanovich, 3 seconds. Bogey for the win. Bogdanovich. If you don't like that, you don't like Kings basketball. Oh boy. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 8e épisode du Sacramento Talk. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas sorti un podcast, donc on s'est dit que ce serait pas mal de faire un petit épisode pour faire un bilan de la saison et se plonger notamment dans toutes les discussions autour du nouveau coach qui va arriver à Sacramento. Laurent, ça va? Tranquille? Bah écoute, ça va, hein, cette saison est enfin terminée. On a enfin battu le record. Voilà, tout va bien, c'est les vacances. Mais notre seule satisfaction, c'est de ne pas être en vacances tout seul, hein. Nos amis les Lakers sont partis avec nous. Donc voilà, on essaie de se rassurer comme on peut, mais encore une fois, une saison bien terne. On va pas se mentir, c'est déjà un petit plaisir. Ouais, bah, c'est le seul, hein, mais bon. Pour revenir rapidement faire un petit bilan de la saison, du coup, les Kings finissent la saison avec 30 victoires, 52 défaites, qui est le pire bilan, en fait, tout simplement, depuis la saison 2017-2018, la saison rookie de Fox, où on avait fait 27 victoires, 55 défaites. Donc voilà, entre-temps, on a aligné les saisons, on a la saison 2018-2019 à 39 et les autres à 31. Donc voilà, celle-là, c'est vraiment une des pires qu'on ait pu voir depuis un petit moment, hein, depuis une bonne décennie, je dirais. Et en tout cas, c'est la pire depuis qu'on suit le compte, enfin, depuis qu'on a créé le compte. Autant en 2017-2018, le bilan n'était pas fou, mais au moins on rigolait. On avait Garrett Temple qui faisait n'importe quoi et on avait Zibo avec son gros popotin dans la raquette. Donc, Iso Zibo. Iso Zibo à l'ancienne. Donc au moins, on avait de quoi rigoler. Mais là, c'est une saison qui heureusement qu'elle se termine. Je crois que c'est le sentiment un peu général, c'est qu'elle a été un peu chaotique, quoi. Bah, oui, déjà oui, bah, parce que les résultats ne sont toujours pas là. Ce qui a été très pénible, c'est de voir le début de saison de Fox, en fait, qui a été très très compliqué. Il a vraiment eu du mal à démarrer. Après, il s'est blessé, ce qui a permis l'éclosion de Tyrese Haliburton, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau dès sa deuxième saison, qui nous a vraiment régalé par son QI basket, même au-delà du basket, le personnage, il nous a fait vraiment kiffer. Après, il se fait trade. Ça a été très dur à encaisser pour la communauté des Kings, même si on va pas se mentir, on était content d'accueillir un joueur du calibre de Domantas Sabonis. Et bizarrement, ou pas d'ailleurs, De'Aaron Fox est redevenu le joueur qu'il était la saison dernière. Il a fait des grosses performances. Il était avec Giannis, je crois, le joueur ayant fait le plus de matchs consécutifs à plus de 20 points. Il a carburé en fin de saison. Bah, malheureusement, c'est bien carburé, mais tu finis quand même la saison à 30 victoires. Donc, on a encore des grosses lacunes défensives. Sabonis est un joueur très intelligent offensivement, qui prend beaucoup de rebonds, mais qui n'est pas un grand défenseur. Donc, voilà, on a toujours ce petit problème, ce problème récurrent malgré les coachs qui passent. Et ma petite satisfaction, personnellement, cette saison, c'est vraiment Damian Jones. J'ai vraiment aimé le joueur. Il a mis du temps à arriver. Bah, il ne jouait pas sous Walton. Walton a sauté, donc il a eu un peu plus sa chance avec Gentry. Et aussi grâce, même si c'est un peu dur de dire ça, au problème de personnel de Richard Holmes. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il a apporté. Si j'aime bien les joueurs comme ça, les joueurs de l'ombre, un peu à l'image d'un Scott Pollard à l'époque. Les mecs qui sortent du banc, qui font le taf, c'est des soldats, ils se tapent, ils défendent, ils sont partout. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Pour moi, il s'est révélé comme le parfait backup de Sabonis. Et puis, mine de rien, sur cette fin de saison, la grosse fin de saison de Davion Mitchell, incroyable ce qu'il nous a sorti. On n'avait pas le mot autant en défense qu'en attaque. Il a mis un peu de temps à s'acclimater à la NBA en termes d'attaque. Il était très maladroit. Mais là, sur sa fin de saison, il a carburé. Peut-être même, je crois que c'est au mois de décembre, il a fait un joli mois là, à 16 points de moyenne. Mais voilà, on a la chance aujourd'hui, je pense, on verra cette fin de saison,
d'avoir une traction arrière, D'Aaron Fox, Davion Mitchell et Dante DiVincenzo, on va voir par la suite. Au moins ça, voilà. On part du principe, on a au moins ça, un trio plus Sabonis, plus Jones, et les autres, on verra par la suite. Ouais, on a une base sur laquelle partir. Pour revenir sur Mitchell, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un gamin qui avait vraiment besoin il avait besoin d'avoir les clés en main, quoi. Et du coup, le fait que Sabonis et Fox aient eu des petites blessures en fin de saison, des petits pépins physiques qui les ont éloignés des terrains, finalement, ça nous a été un peu bénéfique, hein, comme tu l'as dit. On a vu l'éclosion de Damian Jones, qui a quand même sorti sur les 10 derniers matchs quelque chose comme 17 points, 7 rebonds, 2 passes et un contre et quelques, à 70% au tir. Donc voilà, sachant que voilà, il reste en contractir, hein, il est free agent cet été, donc peut-être qu'il s'est donné un peu à fond en espérant décrocher le gros lot au mois de juillet. Ça, en tout cas, on lui souhaite, que ce soit à Sacramento ou ailleurs. Mais voilà, il a su profiter de son opportunité. Devion, pareil, il a sorti des matchs de dingue. Je ne sais pas combien de records il a de séries, de rookies, des Kings. Il a explosé avec l'absence de Fox. Mais voilà, maintenant, la question, ça va être de savoir s'il va pouvoir jouer à côté de Fox, en fait. Parce qu'on du coup, on l'a vu jouer sans Fox avec un très bon rendement en attaque et en défense. Voilà, savoir s'il va pouvoir faire tout ça. Pour rapidement voilà, replacer le contexte un peu aussi de la saison, tu t'as parlé des problèmes défensifs. Les Kings sont la 27e défense. Enfin, la 27e défense en NBA. Sachant que quand tu as une défense aussi lamentable, il faut que tu compenses avec une attaque extraordinaire, ce qui n'est pas non plus le cas, puisque les Kings, sur la saison, ont la 24e attaque de NBA. Donc voilà, 24e attaque, 25e défense, ça donne un truc assez terrible, même si, bon, je ne les ai pas sous les yeux, mais les stats ont dû s'améliorer depuis que Sabonis est arrivé. Tu l'as évoqué un petit peu en défense. Moi, je trouve qu'il n'est pas si terrible que ce que sa réputation le laissait penser. Je trouve qu'il fait quand même certains efforts que ne fait pas forcément Richaun Holmes, par exemple. Je trouve voilà, il y avait une volonté quand même d'essayer d'être utile en défense, même si voilà, s'il a pas toutes les capacités défensives qu'il faut. Mais voilà, on a en tout cas un duo Fox-Sabonis qui est ultra prometteur. Sur les quelques matchs qu'on a vus ensemble, ils ont joué à peine une dizaine de matchs, mais voilà, ils nous donnent vraiment du positif pour l'avenir, quoi. Ce qui est frustrant, c'est que quand tu prends les joueurs individuellement, bah, tu as des mecs qui peuvent défendre. Un Davion Mitchell, un Dante DiVincenzo. D'ailleurs, quand les deux sont sur le terrain, pardon, je crois que le defensive rating il est vraiment très très intéressant. Harrison Barnes est un mec qui sait défendre. Mo Harkless, même s'il a disparu de la rotation, est un mec qui sait défendre. Justin Holiday est un mec. Damian Jones sait défendre. Donc voilà, individuellement, on a des joueurs qui peuvent défendre, mais collectivement, c'est compliqué. Trey Lyles, j'ai pas parlé de Trey Lyles, hein, j'ai bien aimé sa demi-saison avec nous. Pas un joueur foufou, mais bon petit gars, il a fait ses matchs. Bon, donc voilà, 27e défense, bon, c'est toujours mieux que l'année dernière où je crois qu'on a eu une des pires défenses de l'histoire. Ouais, la deuxième pire, quelque chose comme ça. Ouais. Deuxième ou troisième Ouais, pire de l'histoire de l'NBA. Ouais. oh, ça va avec l'un des pires coachs de l'histoire aussi, donc en soi, l'un va avec l'autre, on Pas est plutôt pas déconnant. mal. Donc, donc voilà, c'est un peu pénible et c'est chiant pour la suite parce que tu te dis comment tu crées ton équipe en fait. Qu'est-ce que tu dois aller chercher à la free agency? On va en reparler après, mais j'essaie de me mettre dans la tête de McNair, au-delà de l'aspect de il faut trouver un coach. Comment tu gères ça? Enfin, tu te dis comment on peut faire pour que notre défense s'améliore en fait? Parce que Luke Walton, même si effectivement on l'a beaucoup critiqué, avec les jeunes Lakers, ça avait une solide défense, mine de rien. Même si avec les Browns, voilà, ça n'a pas eu les résultats, mais défensivement, ces Lakers-là étaient plutôt bons. Chez nous, tu peux mettre n'importe qui, tu peux même mettre un coach italien en foot qui ont l'habitude de bétonner. Je ne suis pas sûr que dans la culture des Kings, on arrive à défendre.
Donc, il y a deux solutions. Soit tu pars dans l'optique de faire du Don Nelson, pour les anciens qui écouteront à l'époque de Dallas, ou peut-être même avant, à l'époque de Golden State, de mémoire, si je dis pas de conneries, où tu sais que tu vas prendre des valises de points, mais faut que tu en mettes plus. Un peu pour faire le parallèle avec le foot, à l'époque des Galactiques du Real, ils en prenaient 3, mais tu savais qu'ils pouvaient en marquer 4 ou 5. Partir dans cette optique-là, si on veut espérer les playoffs, ça ne marchera pas. Sauf qu'aujourd'hui, bah, ça fait 15-16 piges qu'on ne fait pas de playoffs et que ça ne marche pas non plus. Donc c'est ce qui me frustre un peu, c'est qu'on a des joueurs pour défendre, mais on ne défend pas. Ouais, voilà. Et puis, c'est un peu difficile de trouver une cohésion d'équipe aussi dans une année aussi chaotique. En fait, on en a parlé un petit peu avant. C'est le changement de coach au mois de novembre, à peine peut-être une dizaine ou une quinzaine de matchs dans, au début de la saison. Walton se fait virer, c'est Gentry qui prend le relais. Ensuite, il n'a pas le temps de mettre son machin en place que 2 mois après ou 3 mois après, bam, il y a la trade deadline qui arrive, il y a la moitié du roster qui saute. On va pas revenir sur ça, mais voilà, je crois qu'il y a 6 ou 7 gars 6, 7 nouveaux gars qui doivent être intégrés dans une rotation. Peut-être On a eu on se Doug rend pas Christie compte. aussi, l'intérim de Doug Christie. Oui, C'est c'est vrai. anecdotique, mais ça fait partie de. On a eu 3 coachs du coup cette saison. Voilà, tous ces hauts et ces bas font qu'en fait, c'était impossible cette saison de trouver une quelconque stabilité. Et moi, si je dois citer, allez, pour faire un peu le côté positif, un moment qui m'a vraiment plu cette saison, je parlerai de l'arrivée de Sabonis, le premier match de Sabonis avec les Kings, en fait, où bon, on a vraiment le chaos du trade d'Haliburton, où vraiment le, le Kings Twitter est en feu, en fusion, en colère, tout le monde pleure, crie, hurle, boit de la javel, et j'en passe, et des meilleurs. Mais en fait, finalement, dès le premier match, on sait à quoi on peut s'attendre avec ce gars, en fait. On voit, ah ouais, d'accord, il ouvre vachement le jeu pour Fox. Ah ouais, d'accord, il peut prendre des rebonds, il peut poser des écrans. Vraiment, c'est un vrai facilitateur en attaque. Il y a un potentiel vrai bon duo avec Fox. Ok, donc le moment où il commençait à se passer un truc, je ne pense pas qu'à un moment donné, il y ait eu une quelconque ambition, que ce soit de McNair ou du coach, de se dire que ce trade-là allait changer le cours de la saison et allait nous envoyer en playoff. Je pense que comme il l'a dit, c'était une première pierre et c'était un moyen de tester un petit peu sa compatibilité avec l'équipe. C'est quelque chose qui était plutôt positif. Ouais. Après, voilà, le reste de la saison est à foutre à la poubelle, puisqu'en fait, il n'y a, y a rien à tirer d'après la trade deadline. En fait, c'était catastrophique. Il n'y avait pas un match, il y a pas un match où on a encaissé moins de 110 points, je pense. Il doit y en avoir 2 ou 3 sur les 15 derniers. Voilà, on a pu se satisfaire de petits événements, comme tu as dit, de Damian Jones, de Davion Mitchell, qui ont montré des bons trucs quand ils en ont eu l'opportunité. Et pour Paradoxalement, euh, allez, on va dire au mois de peut-être de mars, peut-être même début avril, et ben comme les autres années, on n'était pas si loin de cette 10e place. Non, mais comme d'hab, ouais, on est toujours dans la course jusqu'au C'est ça dernier match. Hein. Là, on est nul, on est pourri, on est claqué, mais on n'est jamais loin de cette 10e place. Mais je sais pas, la magie NBA, où ils essayent, je crois que bientôt la NBA, ils vont faire des play-in pour les 14 premiers pour play-in vraiment du essayer de. play-in. Ouais, c'est ça, play-in de toute la NBA en fait, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'on est nul. On est nul. Et on n'est pas si loin de cette 10e place. C'est ce qui me frustre un peu. Bah, Après, ouais. Disons qu'en fait, là, ouais, déjà, la conférence Ouest cette année n'était pas non plus au niveau de ce qu'elle a pu être, de ce qu'elle a pu être des quelques dernières années, en fait. Et du coup, voilà, ce qui fait que les Kings étaient toujours un peu au contact. À un moment, on était un peu au contact avec les Pels, avec les Spurs, machin, avec les Lakers. Voilà, après, ils ont fini par creuser l'écart. Et puis, au final, on se fait toujours éliminer comme des idiots de la course au play-in, un peu, peut-être 2 matchs avant la fin de la saison, comme la saison précédente. Donc, parce qu'on perd comme la saison précédente, je ne dis pas qu'on aurait pu faire le play-in. Je dis juste que, comme les années précédentes, on, on perd des matchs, pas qu'on ne devrait pas perdre, mais contre des équipes qui tankent. On arrive à perdre des matchs contre des mecs qui tankent. C'est quand même incroyable. ah oui, Et puis non. enfin.
La série contre où on perd 2 suites contre les Pistons Euh, et les Rockets là. ouais, Oh c'est là ça. Ouais. là 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 Ça là. n'a aucun sens. Et en fin de saison, quand on doit tanker, comme des connards, on tape les Rockets et on tape les Pacers. Comme d'hab, cette franchise marche sur la tête. Pour le match, moi, enfin, qui m'a marqué, évidemment, c'est le dernier. Ça sera, on ne le savait pas quand on l'avait vu, mais le dernier match d'Haliburton sous les couleurs des Kings, là où il fait 17 passes. Oh, ouais, voilà quoi. Le gamin, c'est un sophomore, il te sort un match comme ça, on était comme des fous. Et quelques jours plus tard, on se retrouve à faire un space où il y a 1300 personnes, 1400 personnes pour, pour pleurer, entre guillemets. Et, bon, on l'avait dit lors du dernier épisode, mais je le redis, on a quand même réussi à avoir plus de monde sur notre space que sur le space de la NBA qui a annoncé DJ Khaled, qui était Non, en mais feat avec c'était DJ Khaled, quoi. C'était n'importe quoi. un des Les grands gens, moments, assurément de notre année sur Twitter, clairement. Parce de que, notre compte, de l'histoire du compte même. C'était incroyable. Après, je l'ai dit et je le redis, voilà, la- indirectement, la blessure de Fox nous amène Sabonis. Fox se blesse, Haliburton a les clés, flambe, et il se fait trade. Voilà, ça ce n'est que mon avis, mais c'est un enchaînement d'événements. Maintenant, Tyrese Haliburton est parti très triste, on le comprend. Buddy Hield est parti, bah, il est parti, parti. mais il est parti, il le voulait, hein, ça fait des années qu'il voulait partir, et puis il est parti. Mais je ne vais pas parler de Tyrese parce que Tyrese, je peux comprendre qu'il soit énervé, hein. Il s'est fait trade un peu comme un malpropre alors que il voulait être, lui-même a dit, le nouveau visage des Kings comme a pu l'être Chris Weber. Donc, son amertume, je l'entends. Maintenant, tu as un mec comme Buddy Hield qui dit oui, ici, la culture de la gagne, Indiana, tout ça, tout ça. Mais ils sont, leur fin de saison, elle est aussi claquée que la nôtre, hein. Donc, Non, mais bon, copain, t'es content, t'es parti, mais tu gagnes pas non plus. Donc voilà, maintenant, moi j'ai bien aimé, enfin, un truc qui m'a vraiment fait kiffer aussi, je vais en revenir sur Damien Jones, même si c'était vraiment la fin de saison qu'on n'avait plus rien à jouer, mais les 2 matchs contre les Rockets, ça leur met 10 contre en 2 matchs, dont un où il en met 6. Voilà, j'ai vraiment bien kiffé parce que je me suis dit, enfin un mec qui se donne dans la raquette, enfin un mec qui essaie de défendre, et on sait que Christian Wood est un mec qui a beaucoup confiance en lui. Il a fini dans le slip de Damien Jones. Donc voilà, comme dirait Balou, il en faut peu pour être heureux. Donc moi, c'est mes petites victoires de la saison. Je prends des séquences parce que globalement, bah, c'est de la merde, quoi. ouais, bah, pour faire la même chose que toi, bah, celle de Devion Mitchell, parce qu'en fait, finalement, on a énormément parlé. Je ne sais pas si tu te rappelles, au moment où Devion sort son record là, à 17 passes. Enfin, wow, incroyable, le record pour un rookie, machin. Il sort un match à 15 passes, ensuite un match à 17 passes, un truc comme ça. En fait, on avait déjà complètement oublié le fait que Tyrese avait sorti 17 passes 2 mois avant. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette énergie qu'il y a eu autour de Devion, vraiment, parce que toute la saison, on a douté sur ses capacités offensives. Et puis, il a réussi à sortir, voilà, je crois, 5 matchs de suite au-dessus des 20 points et 7 passes. Quelque chose que personne n'avait fait dans notre ère de notre vivant. Ouais. Donc voilà, voilà, ce côté, voilà, la fin de ce qu'on t'a dit, la fin de saison était pas terrible, mais voilà, on peut prendre des séquences, on prend quelques matchs, voilà, où on oublie un petit peu que bah, gagner des matchs nous faisait perdre des spots à la loterie, que de toute façon on n'atteindrait pas le play-in, mais voilà, on avait ces petites satisfactions de temps en temps de voir un gros match de Jones, de voir un gros match de Mitchell. On n'a pas vu grand-chose d'autre en fait sur la fin de saison, puisque Barnes en fait a été un peu sur le déclin. Holiday, il a été catastrophique. Lui, il est resté constant par contre. Voilà, c'est C'est linéaire. Lui, c'est linéaire. Lui, ouais, c'est c'est et, zéro toute l'année, quoi. ce qui est incroyable aussi sur notre saison, c'est que tu te dis que, je sais pas, je n'ai pas été voir, mais je sais pas s'il y a beaucoup d'équipes où tu as 2 mecs qui t'ont fait 15 passes, au-delà de 15 passes. Je sais pas Le s'il y a mec, hein, beaucoup d'équipes. dans Tu vois les, ce que dans je veux les dire? records d'équipe, tu veux dire? Ouais, voilà, c'est ça. Dans la même saison, enfin, ça doit l'être, hein, c'est que moi, déjà, j'ai du mal avec notre équipe. Alors, si je dois aller chercher chez les autres, c'est un peu compliqué.
Mais on a 2 joueurs qui ont fait 17 passes quand même, Ouais. dans une année qui est bien pourrie. C'est ça qui rend fou. C'est que t'as des joueurs, t'as des mecs. Et S'ils mettent ouais. 17 passes, c'est que t'as des mecs qui savent mettre des paniers. Et c'est pour ça que je pense que la recherche du coach va être déterminante pour, en fait, pour créer une nouvelle énergie dans cette équipe, parce qu'en fait, les éléments, on les a. On n'a pas trop parlé de Di Vincenzo, mais voilà, c'est quand même il est potentiellement un élément important dans le futur des Kings. On ne sait pas encore, évidemment, s'il sera re-signé cet été. Il est agent libre restreint, ce qui, on le rappelle, permet aux Kings, voilà, de s'aligner sur toute offre extérieure pour garder Di Vincenzo, peu importe le montant de l'offre. Enfin, peu importe le montant de l'offre, on peut matcher. Après, voilà, à savoir jusqu'à quel montant on pourrait monter pour garder ce joueur. Est-ce qu'il n'y a pas une équipe qui avec du cap, qui va se dire, tiens, on va lui mettre un gros tarot pour emmerder les Kings ou pour essayer de le récupérer. C'est pas non plus impossible. Après, vu comment McNair le voulait, il était inclus dans le trade foiré de Bogdanovic. Là, il a réussi à le récupérer. McNair, c'est un joueur que voulait beaucoup McNair. Après, Oui, c'est sûr que dans le projet, logiquement, il est là, quoi. il demande un contrat à la Buddy Hield, bah, t'es mignon, mais vas-y, va jouer aux Pistons, quoi. Ouais, non. Enfin, honnêtement, à l'estimation, je pense que tu es plus sur un contrat dans les 10-12 millions l'année, je pense. Si on peut lui donner quelque chose comme ça. Combien tu lui donnes, toi? Bah, je lui ferais bien un contrat à la Richon Holmes. Bah Après, je suis ouais. très très nul en termes de contrat, hein. Non, mais voilà, Je une te estimation de sa valeur. Mais un truc, bah, oui, on va dire ce qu'on veut, les champions NBA, tout ça, mais il a subi une sale blessure, mine de rien. Cette année, même si j'ai bien aimé parce qu'il a toujours été complet. C'est un peu à la Dylan White qu'on avait la saison dernière. C'était un joueur qui était assez complet, mais qui est toujours en galère avec son tir. Donc voilà. À voir. Après, il y a l'histoire. Est-ce que les Kings ont voulu le cacher en laissant Holiday sur le terrain, tout ça. Donc, quoi qu'il en soit, il est restreint. À voir ce qu'on fera cet été, mais je pense que McNair, je pense que Di Vincenzo est un joueur qui sera important et il fera partie du projet. Je ne vais pas dire à la hauteur d'un Fox ou d'un Sabonis, mais un petit cran en dessous. C'est vraiment, je pense, que ça va être un homme de base du futur coach. Ça dépendra qui. Ouais, voilà, et je pense qu'aussi, il y a quand même, on le minimise un peu, mais voilà, s'adapter quand même à sa nouvelle équipe est pas non plus évident, surtout quand tu arrives dans une équipe où il n'y a pas vraiment de projet, pas vraiment de plan de jeu comme les Kings, où on te dit, voilà, tu dois jouer comme un titulaire, mais tu sors du banc, tu dois défendre et tu dois attaquer. Bon, au moins, Di Vincenzo, il est complet sur ce point-là, mais il a su le faire. Mais voilà, je pense que c'est aussi, ça lui a permis un peu de se trouver. Et voilà, comme j'avais pu trouver une stat sur ce point-là, en fait, et il se trouve qu'il il est très bon sur catch and shoot, où il shoot à plus de 40%, je crois, 42%, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est ses tirs en mouvement ou ses tirs après dribble qui sont catastrophiques, où il a un rendement de 20% ou un truc terrible comme ça. Donc en fait, DiVincenzo, tu l'utilises comme un 3&D pur pour caricaturer toute proportion gardée. Tu dois l'utiliser comme un Klay Thompson, quoi. Tu ne vas pas lui demander de créer des tirs après dribble, de se tirer en sortie d'écran. Tu dois Ou l'utiliser. un Didier Reddick, Ouais, voilà, tu vois, c'est des un mecs. spécialiste du shoot après l'écran, quoi. Voilà, tu connais leur force. En fait, tu sais que le gars est pas bon pour shooter en mouvement, ni pour driver. Bah, ok, tu l'utilises autrement. Mais c'est pas un problème. Mais du coup, voilà, il a porté tellement quand même en défense. Il a fait plusieurs matchs avec 3 interceptions, 2 contre. Voilà, il a fait des matchs très solides en défense. Il a fait des plays qui ont permis de gagner des matchs, des interceptions de la gagne, etc. Donc, le premier qui me vient en tête, c'est celui contre Houston, je crois, où c'est DiVincenzo qui provoque une perte de balle. Et sur l'action suivante, c'est pardon, Mitchell qui verrouille Kevin Porter Jr. pour le tir de la gagne. Donc Intéressant, hein. pardon. Le duo Mitchell-Di Vincenzo, très très intéressant. Ouais, on a pu voir qu'il y a une petite alchimie déjà entre les deux. Voilà, ils se ressemblent un peu aussi un peu dans le profil de jeu, des joueurs assez petits, un peu costauds, qui savent défendre, voilà, et qui doivent encore trouver un peu leur tir, mais qui sont potentiellement des 3&D sur les postes de guard, quoi.
Donc voilà, C'était quoi le duo Off Night et Off White? Je crois que c'est Off un truc Night comme et ça. Off White, ouais, c'est ça. C'est ça, on a potentiellement en plus un surnom pour le duo qui est même assez stylé. Donc, Ouais, parce que quand tu vois j'attends le surnom pour le duo Fox et Holiday, mais bon, on n'a pas réussi à trouver cette saison. du coup, ouais, comme je disais, je pense que en fait, la salvation viendra sûrement du coaching et ça nous fait une transition toute trouvée pour la seconde rubrique de ce podcast qui est la recherche d'un nouveau coach. En fait, rapidement, on en l'a un petit peu évoqué, mais pour rappeler un peu les événements, on a Walton qui est viré en début de saison, au mois de novembre, après le fameux Puke Guy, voilà, qui sera connu désormais dans l'histoire comme le mec qui a peut-être fait virer le Walton. On a Alvin Gentry qui prend le relais en tant que coach intérim. On a même, tu l'as rappelé, Doug Christie qui a fait une petite période d'intérim quand Gentry était malade du Covid. Donc voilà, on a eu plusieurs coachs, rien qu'en une saison, 3 coachs, hein, c'est déjà pas mal. Et voilà, pour une stabilité qui était introuvable en fait. Et du coup, aujourd'hui, logiquement, dès le lendemain de la fin de la saison, je crois, Alvin Gentry a été remercié et on lui a dit Pépère, voilà, tu es resté intérim, mais voilà, vraiment, tu ne feras que l'intérim, tu ne resteras pas coach et potentiellement, si j'ai bien compris, il se discutait un rôle au sein du front office. Je ne sais pas où ça en est d'ailleurs, puisqu'on devait avoir des nouvelles. Je ne sais pas où ça en est. C'est Puisqu'il lui tellement reste... Kings de faire ça, putain de merde. Tu dégages un coach et tu dis, bah allez, bah viens, bah pourquoi pas, pourquoi tu n'irais pas au front office? On a Oh, déjà Joe Dumars qui sert à rien, l'autre, là, Colo Cotronis, là, qui sert absolument à rien. Bah, on va te faire une place, Gentry. Bah attends, tant qu'à faire. il trouve un petit Vas-y. emploi fictif, ils feront des Ouais, réunions tous voilà. les trois, voilà, discuteront du prix du C'est une trop popcorn. de la campagne. Ouais. Donc voilà, en fait, logique. Gentry, Vas-y, vas-y. excuse-moi, Gentry, on ne pouvait pas le garder. Quand tu vois les dingueries qu'il a sorties dans les confs de presse après les matchs, pour le nouvel an, il dit bah, si vous me cherchez, je serai chez moi en train de boire. Mais Ah, mais il n'avait pas de filtre, quoi, vraiment pas. il en avait plus rien à foutre. Mais il a tout essayé en fait. Il a essayé de faire le coach compatissant, il a essayé de faire le coach énervé après ses joueurs. Après, il a dit vas-y, je vais aller boire. Quoi. Le mec, il était au fond du trou. Il n'est pas possible. Quand tu vois les prestations dégueulasses qu'on a faites. Et entre-temps, bon, on arrivait à gagner un petit match, mais c'était invivable pour lui. Je pense que si McNair l'a pas fait sauter avant, c'est que bah, on n'allait pas se taper un quatrième coach en cours de route. Maintenant, à voir, je vais te laisser énumérer la liste des coachs. Et puis, bah, on va discuter de ça. Mais voilà, à voir. Il y a déjà certaines rumeurs qui sortent à Sacramento. Et c'est pas des plus réjouissantes pour nous, quoi. Ouais, voilà, donc du coup, dans la foulée du licenciement de Gentry, quelques jours après, il y a plusieurs insiders, notamment Shams, Woj et plusieurs insiders des Kings, voilà, qui ont commencé à égrener les noms des différents coachs qui étaient pressentis. Ensuite, on a eu un truc qui s'est un peu affiné, et puis on a su que les Kings allaient faire passer un premier entretien à 7 coachs. Donc, on a des coachs qui sont des coachs, enfin, on va dire historiques, qui ont déjà été coachs en NBA, à savoir Mike Brown, Mark Jackson, Mike D'Antoni, Steve Clifford. Et puis, on a 3 gars qui sont des assistants aujourd'hui, Darvin Ham et Charles Lee qui sont assistants aux Bucks, et Will Hardy qui est assistant à Boston. Alors, voilà, apparemment, d'après James Ham, il n'y avait plus de... enfin, ça serait... voilà, le futur coach devrait être là-dedans, quoi. C'est-à-dire que les Kings ont mené leur recherche sur chacun des profils. Ils ont mené une recherche très large qui incluait notamment Kenny Atkinson, Terry Stotts, des noms qu'on a pu entendre un peu avant. Et voilà, ils se sont arrêtés à ces 7 noms-là qu'on a aujourd'hui. Donc, le futur coach des Kings se trouve là-dedans. Il y a pas mal de débats sur si est-ce qu'on doit prendre plutôt un coach expérimenté pour Win Now ou plutôt un coach voilà, qui serait un nouveau coach dans tous les sens du terme, en fait, qui serait son premier poste en tant que coach pour, voilà, pour qu'il puisse un peu façonner la team à son image, imposer sa philosophie de jeu.
Qu'est-ce que tu en penses, toi? Sans Bah, rentrer dans les profils de chacun des coachs, en fait, plus dans l'idée, quoi. heu, sans rentrer, dans le profil de tous les coachs, mais Mike Brandt, Mark Jackson, Steve Clifford, arrêtez, je vais jouir, quoi. Non, ben, c'est bon, voilà, c'est comme en Ligue 1, on sort toujours les mêmes, dès qu'il y a un emploi, qui se libère, je suis étonné de ne pas avoir vu Jeff Van Gundy, et les autres qu'on voit d'habitude, hein, toujours tous ceux qui ressortent. Mais à côté de ça, j'aime beaucoup l'idée d'aller chercher des assistants, des équipes qui fonctionnent. Lee, Darwinham, pas mal Darwinham, hein, il avait été sollicité, je ne sais plus par quelle équipe, c'est peut-être Atlanta, pardon, mais je dis une connerie. Enfin, on a compris que potentiellement, il y a des assistants qui pourraient avoir leur chance en NBA et qui pourraient peut-être proposer quelque chose. Darwin Williams, c'est un joueur que j'aimais bien hein, quand il jouait aux Pistons de mémoire. C'est un joueur que j'aimais bien, un mec rugueux, solide dans la raquette. Après, en tant que coach, on ne sait pas, mais je pense que quand tu as une culture de joueur, tu as la même culture de coaching. Notamment, je pense à Doug Christie, qui, en tant que joueur, était un chien défensif. Et on a vu les énormes progrès qu'a pu faire un Marvin Bagley cette saison en défense, qui l'année dernière était décrié de fou, c'est un des pires défenseurs NBA. Donc voilà, pourquoi pas ce type de coach. Des mecs comme Mike D'Antoni, oui, ils ont fait leurs preuves. Moi, j'étais un amoureux des Suns de Nash et de Stoudemire sous D'Antoni. Donc, j'ai envie de te dire oui pour la nostalgie, mais avec un effectif comme les Kings, assez déçu de ne plus voir Kenny Atkinson. Au final, hein, il a disparu. Évidemment, tous les fans le voudraient, nous y compris, mais bon, si ça ne s'est pas fait, peut-être qu'il a mis un stop d'entrée, ce qui est faisable. Donc, à voir, j'ai pas d'avis, mais j'aimerais quand même, quitte à recommencer un énième processus, là, je crois que ce sera le 14e en 10 ans de mémoire, un truc comme ça. Voilà, partons sur un nom pour un projet. Et pas un nom à faire les conneries qu'on a fait là, de vouloir, c'est bon, de gagner tout de suite, pardon, c'est bon, le record il est fait, on est nul à chier, le record d'années sans playoff il est fait. Maintenant, on va peut-être pouvoir mettre un projet en place et bâtir autour de ce coach et de Fox et de Sabonis qui, comme ils ont pu dire, a priori, auraient leur mot à dire aussi. Donc voilà, j'espère qu'ils vont pas faire la connerie juste d'aller chercher un. Je sais qui je veux pas en fait dans l'histoire. Je veux pas Mark Jackson, je veux pas Mike Brown. Et même Steve Clifford, ça me fait pas rêver. Donc à voir, mais encore une fois, un assistant qui est dans une équipe qui tourne, comme on a pu voir des très bons coachs, hein, des Budenholzer qui étaient chez Popovic, voilà, tous ces mecs-là qui sont sortis de très bonnes écoles, ça me plairait vraiment bien. L'exemple le plus criant cette année, c'est Willie Green avec les Pels, en fait, qui a fait un super parcours, qui est, si je dis pas de bêtises, qui a été formé par Steve Kerr aux Warriors, puis ensuite par Monty Williams à Phoenix. Donc voilà, qui est un assistant à qui on a donné une équipe avec un projet, une équipe assez jeune, qui avait des ambitions de playoff, etc. Et voilà, et ça a marché parce que voilà, le gars est arrivé avec sa philosophie de jeu, voilà, qui voit un petit peu la NBA différemment, qui arrive à fédérer ses joueurs autour d'un idéal défensif, offensif. Moi, je trouve ça assez intéressant. Moi, j'aimerais voilà, vraiment avoir un Willie Green à Sacramento. Quoi, voilà, comme tu l'as dit, un gars comme Darvin Ham qui a. Voilà, après, moi, je ne l'ai pas connu en tant que joueur parce que voilà, c'était dans un temps, une Ah, époque vas-y, dis-le, révolue. vas-y, lâche-le. Parce que je suis vieux, parce que Non, oui. non, non, j'ai pas dit ça, Laurent. Mais voilà, après, voilà, s'il apporte sa philosophie défensive, pourquoi pas aussi. Charles Lee, qui est apparemment aussi un très bon assistant, qui est également aux Bucks. Faut savoir que Ham et Lee, eux, ils sont sous Budenholzer aux Bucks. Il était auparavant avec lui également à Atlanta. Donc voilà, ils ont commencé à avoir un bon petit pédigré d'assistant coach quand même. Et puis on a Will Hardy qui est à Boston et qui lui auparavant était formé par Popovich à San Antonio et qui, excusez du peu, est pressenti pour prendre la relève de Popovich à San Antonio. Donc voilà, donc j'ai envie de faire confiance à un mec qu'on dit qui pourrait assumer de passer après Popovich.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, voilà, un de ces trois assistants serait mon choix idéal. Après, si je dois choisir entre les trois, après, je ne sais pas trop parce que à ce stade, on ne connaît pas trop, on connaît pas encore leur profil, on ne connaît pas encore très bien leur style de jeu, etc. Mais je pense que comme toi, recycler un nom d'un ancien coach NBA serait pas l'idéal avec un groupe comme celui-là. Je pense qu'on a vraiment besoin d'un nouveau souffle, voilà, d'un truc nouveau, de prendre le temps maintenant. De toute façon, on n'est plus dans le win now. Comme tu as dit, le record des playoffs, c'est mort. On peut faire 16, 17, 18, on s'en fout maintenant, c'est passé. Mais voilà, quitte à choisir, quitte à en choisir un au milieu, j'aurais plutôt dit Clifford, dans le sens où c'est un coach qui apporte de la discipline, de la défense, qui a quand même réussi à mettre une bonne défense en place à Orlando, alors qu'il avait Terence Ross, Evan Fournier et Nikola Vucevic, qui ne sont pas connus pour être dans des All Defensive Teams quand même. Donc voilà, c'est quand même un coach qui a une philosophie de jeu qui me plaît bien, voilà, une discipline et tout qu'il pourrait mettre en place. Et peut-être c'est ça qu'on aurait besoin à Sacramento aussi pour fédérer un peu le groupe et se mettre à défendre et attaquer correctement, quoi. En fait, au-delà de tout ça, la meilleure nouvelle, c'est que McNair va pouvoir enfin choisir son coach, au final. Bah ouais, ah bah oui. Il est arrivé, c'était Luke Walton qui était en place, qui était le coach de Divac. Walton se fait virer, bah, tu mets un intérimaire, hein. De toute façon, Gentry était pressenti à partir du moment où Walton sautait. Donc tu finis la saison comme ça. McNair, là, enfin, il va pouvoir choisir son coach. Le mec que tu disais, la Hardy des Boston, qui est avec Ime Udoka, et Ime Udoka était chez Popovich aussi. Donc voilà, on a le, je vais pas dire le choix du roi, parce que voilà, c'est pas des noms ronflants, entre guillemets, mais tu sais qu'ils ont été à bonne école. Et j'espère et je pense que McNair est assez intelligent pour voir peut-être les choses comme nous. Mais ce qui m'inquiète, c'est pas McNair. On en parle à chaque épisode, c'est au-dessus de lui. Est-ce que Vivek va pas venir en disant ouais, il faut un coach. J'aime bien faire des parallèles avec le foot, mais tu sais, une dinguerie, genre comme Domenech qui a été au FC Nantes, tu vois, et je sais de quoi je parle parce que je suis supporter du FC Nantes, tu vois, histoire d'avoir un nom, tu vois ce que je veux dire? Ouais, putain, Mark Jackson, trop bien, parce que c'est lui qui avait lancé Steph Curry. Et on sait que Vivek, avec Steph Curry, il aime bien faire des comparaisons. C'est ma seule crainte. Si McNair a enfin les mains libres pour faire ses choix, je suis sûr qu'il fera un choix intelligent et ce sera un des trois qu'on a dit. Après, est-ce que ça les intéresse, ces mecs-là? Parce que comme première expérience en tant que coach principal, tu débarques aux Kings, il y a de quoi faire parce que t'as des très bons joueurs, mais l'environnement nocif des Kings est connu dans toute la NBA. Donc le problème, il est là, c'est que oui, il y a des noms, mais même un assistant, je ne suis pas sûr qu'il ne veut pas rester assistant aux Celtics, qui viennent de sweeper les Nets, plutôt que venir dans un bourbier, dans le contexte, pas chez les joueurs, au-dessus, arriver dans un environnement de travail aux Kings, en se disant, putain, ça va être chaud. Donc voilà, c'est vraiment toujours, mais on en revient toujours à la même chose, c'est ce qui est dommage, c'est de se dire, est-ce que McNair va avoir enfin une main libre ou pas? Et pour moi, le coach, malheureusement, une fois de plus, une décision que dans toute franchise NBA, on se dit ouais, ça va tranquille, le GM il va faire son boulot. Bah, il n'y a que chez nous, au final, où on se dit putain, merde, le proprio, il peut encore foutre la merde avec son vassal là, et qui lui siffle dans l'oreille. Donc voilà, c'est ce qui. Et malheureusement, à chaque fois qu'on va aborder un sujet et qu'on aborde un sujet, j'ai toujours cette crainte et ça me fait chier en vrai. Ouais, c'est sûr que si jamais Vivek interfère pas, on, on a plus de chance, on s'ouvre avec plus de chances vers un choix intelligent de McNair, comme tu l'as dit, qui je pense porterait vraiment vers un des trois assistants. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait de noms qui soient vraiment ressortis à ce stade, savoir qu'on est vraiment qu'au premier stade des entretiens. Et je pense que ceux qui sont là sont quand même relativement intéressés par le job, puisqu'en fait, voilà, tu passes un entretien, c'est que tu as quand même, quelque part, tu as glissé ta candidature au passage. Après, tu verras, après, tu vois un petit peu ce qu'on te dit sur le poste, sur le contexte, etc.
Mais voilà, mais je pense qu'il y a quand même, je pense qu'il y a une chance avec chacun des gars là qu'on a cités. Et comme on a dit, voilà, prendre un assistant qui pourrait venir ici, voilà, et voir que le contexte a quand même un peu changé, puisque depuis la fin de la saison, McNair, il a quand même un peu fait le ménage dans le front office, même si les personnes décisionnaires les plus hautes placées restent les mêmes. Mais voilà, il y a quand même une volonté d'aller de l'avant, voilà, de faire un peu le ménage du passé, de dire voilà, ces personnes-là, on ne les renouvelle pas, qui choisit un peu complètement son équipe, qui va choisir ensuite son coach, voilà, les personnes de valeur au sein du coaching staff, à la louche, Luke Christie, Lindsay Harding, Rico Hines, etc. Voilà, eux, ils ont été conservés parce que c'est des personnes qui sont fiables. Et voilà, et on voit que McNair, il va enfin, au bout de presque 2 ans, pouvoir imposer son projet, construire sa propre équipe. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt positif à ce stade, quoi. Faudrait que ça se fasse. Bon, ça se fera après les playoffs ou peut-être même avant la fin. Il va falloir que ça se décide rapidement parce qu'on va aussi évoquer la free agency et ce qui peut se passer cet été. Je pense que c'est mieux d'avoir un coach à ce moment-là plutôt que pas l'avoir et essayer de faire une free agency sans coach. Donc, Oui, oui. Après, voilà, ça disait un peu qu'on allait prendre le temps, etc., pour faire une bonne recherche, prendre la bonne personne. McNair a bien insisté que ça devait être une recherche approfondie où on prenait le temps. Voilà, donc c'est plutôt rassurant sur ce point-là. Mais comme tu le dis, voilà, il faut qu'il y ait un mec soit en place d'ici le mois de juin pour que, voilà, que tu abordes la draft et la free agency, qu'on fasse pas les mêmes conneries qu'avant, qu'on fasse les choses dans l'ordre, quoi, que tu choisis, tu draftes pas un mec, qu'ensuite tu vas imposer un coach, qu'ensuite le coach va vouloir trader, qu'ensuite, enfin bref, voilà, faire les choses dans le désordre comme on sait le faire, comme on a su le faire jusqu'à maintenant, c'est pas possible. Mais je pense que voilà, je pense que d'ici un mois et demi, on devrait quand même avoir une réponse, quoi. On devrait être fixé sur le nom du prochain coach. Après, on et pourrait avoir des. il faudrait juste ça, en fait, pour rassurer les fans, entre guillemets. D'avoir juste un processus normal. Ah C'est ouais, incroyable de dire ça, mais c'est juste ça. D'avoir un processus normal. Tu choisis ton coach. À la draft, tu arrives, même si on sait que McNair l'a dit depuis qu'il est arrivé, lui, son optique, c'est de prendre le meilleur joueur disponible à la place que l'on aura. Ensuite, faire ta. Mais un processus juste normal. On en est là aujourd'hui, on se réjouit. Enfin, on se réjouit, c'est pas fait. Mais on est là à dire, waouh, incroyable, on pourrait avoir un processus normal. Eh, tu m'étonnes qu'on nous jette des cailloux depuis 15 piges. Mais il va pas falloir que McNair se foire. Je pense que s'il se foire, l'année prochaine, il saute. C'est aussi simple que ça. oui, voilà. Oui, oui, on a fait les 15-16 piges, certainement, potentiellement 17 l'année prochaine. Mais voilà, maintenant, c'est son projet. Il a une fois de plus fait le ménage, comme tu l'as dit, même si le départ de Catanella, pardon, ça m'attriste un peu parce que il a fait du bon boulot quand même aux Kings. Mais voilà, on arrive dans un processus normal et c'est peut-être la meilleure nouvelle qui pouvait nous arriver en fait. Oui, on en est là. En fait, les fans des autres franchises ne se rendent pas compte à quel point rien qu'être normal chez nous, c'est déjà un signe positif et c'est déjà réjouissant. Rien qu'entendre, avoir vu le tweet de James Ham ou de Wojnarowski qui disait qu'il y allait avoir un vrai processus, qu'il allait avoir plein de coachs, qu'il allait avoir une vraie recherche et tout est là. Ah, enfin, par rapport au dernier changement où le lendemain du licenciement du Yorger, tu avais déjà Walton qui était là alors qu'il venait juste d'être Non, débarqué, à quoi. la base, Divac avait fait un truc normal parce qu'il voulait rencontrer Torre Messina, tout ça. Il y avait eu un truc normal. Bah, il a juste Il a attendu craqué, que quoi. ouais, c'est ça, il a craqué. Il a vu son ancien collègue là, aux Lakers, il a dit vas-y, je le prends. Donc bon, McNair ne fera pas l'erreur de Divac, quoi. C'est déjà ça. Du coup, on va passer tout de suite aux questions des followers. Il y a RM1, j'espère ne pas me tromper, qui demande à la draft quel profil prendre. Je pense qu'on a un peu répondu, on n'a pas de profil type. McNair prendra le meilleur joueur à la position que l'on aura.
Et j'espère que ce ne sera pas encore un meneur, hein, pour être Voilà, précis. là, quand même, là, Là, faut bien faire. Après, je vais répondre pour Richard Holmes. L'erreur qu'on a faite, c'est de ne pas l'avoir bougé à la trade deadline. Est-ce que ces histoires, c'est une question de M. Guake, pardon si je le dis mal, est-ce que ces histoires judiciaires, on va dire ça comme ça, ces problèmes personnels étaient déjà connus à cette époque, mais que ça n'avait pas filtré? Peut-être. Mais ça m'a vraiment surpris, et je pense que toi aussi, Olive, ça a été vraiment surprenant de ne pas le voir partir à la trade deadline, surtout que je crois que Charlotte était prêt à accepter. Comment il s'appelle le pivot des Spurs là? J'ai oublié le blanc là. Poeltel. Enfin bref. Ouais, c'est ça. Ils étaient prêts à accepter Jacob Poeltel contre PG Washington. Bah, nous, on se disait quoi? Bah, allons-y, allons chercher Washington, qui n'est pas un mauvais joueur. Et puis finalement, on apprend qu'il reste. Il n'a pas beaucoup joué cette saison. Il n'a pas été très très bon après ses problèmes à l'œil. Et quand il est revenu avec les lunettes, je ne pense pas qu'il arrive à s'y faire, en mine de rien. Un peu. On a connu des joueurs qui ont porté des lunettes après suite à des blessures à l'œil. Hein. Amaris Stoudemire, par exemple, mais qui a fait une bonne carrière. Mais Richaun Holmes a eu déjà un peu de mal. Tu rajoutes à ça ses problèmes perso. La valeur aujourd'hui de Richaun Holmes, je ne saurais même pas te la dire, en fait. Je sais pas. Là, franchement, je sèche. Mais c'est pas la valeur, évidemment, qu'il avait en fin de saison dernière, ou même qu'il aurait potentiellement pu avoir au mois de février. Oui, est-ce que c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à le bouger aussi, comme tu l'as dit, au mois de février? Est-ce que déjà ces problèmes étaient connus? Est-ce que les équipes ont dit, oh là là, on ne veut pas d'un mec en plein déboire judiciaire, entre guillemets, donc voilà, gardez-le. Et peut-être qu'on a cherché à le bouger à tout prix, qu'on n'a pas réussi à le bouger, peut-être qu'on n'a pas cherché à le bouger, j'en sais rien. Enfin, au final, je pense qu'on ne le saura pas, mais voilà, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus la place pour Richaun Holmes dans l'effectif. On a vu que voilà, il avait quasiment plus de minutes, qu'il jouait, même quand il était en bonne santé, il jouait 10-12 minutes par match derrière Sabonis, qu'on a vu l'avènement de Damian Jones, qui, je pense, sera aujourd'hui dans la hiérarchie et probablement au-dessus de Richaun Holmes. Donc voilà, quelle contrepartie, c'est vraiment difficile à dire, sachant qu'il a quand même un bon contrat. Merci Ken Catanella qui est parti d'ailleurs, hein. On lui fait la bise. Mais du coup, il a quand même un bon contrat, ce qui fait qu'il pourrait être un peu plus facile à fourguer. Mais voilà, c'est vraiment difficile de jauger ce qu'on aura en retour. Est-ce que ce qui peut nous servir pour, j'en sais rien, pour monter à la draft par exemple, ou pour récupérer des assets, un truc comme ça. Vraiment, à ce stade, c'est vraiment difficile, d'autant voilà, que son procès est encore en cours. On ne sait pas s'il sera reconnu innocent, coupable, etc. Donc voilà, ça aura une grosse influence sur sa valeur marchande. Malheureusement, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses aujourd'hui. Et une question d'Alingua, la bise au poteau 8, qui demande tout simplement si Barnes va enfin partir ou pas. Je te laisse répondre en premier. Ouais, Barnes, on se pose la question à chaque foutu trade deadline, à chaque intersaison. Harrison Barnes, il a une bonne valeur. Est-ce qu'il ne faudrait pas le trader pour récupérer des petits jeunes? Il y a eu beaucoup de rumeurs avec les Celtics, parce qu'apparemment les Celtics étaient très chauds sur Barnes. Je crois que c'était la saison dernière. Il n'avait pas bougé. À la trade deadline, pareil, il était pressenti dans différentes équipes. Il n'a pas bougé. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va être notre cadre vétéran, en fait, Barnes. Ça va être le gars qu'on va pas bouger, qui, à la fin de son contrat, re-signera sûrement au minimum vet. Et voilà, qu'on va garder dans le coin, un peu comme le Heat a fait avec Udonis Haslem, qui joue chez eux depuis 1940. Donc voilà, je pense que voilà, il est quand même très ancré dans la communauté à Sacramento, très apprécié par les dirigeants. Et un trade est vraiment difficile à imaginer. Autant un Haliburton, il avait qu'une saison et demie à Sacramento, autant en Barnes, ça commence à remonter. Je crois que ça date de 2018-19. Ouais, encore deux, puisqu'il a été trade contre Randolph, donc c'est 2018. Ouais. Donc voilà, ça commence à faire. Voilà, c'est un joueur important, c'est un joueur important à Sacramento. Je pense qu'il a une place importante dans le vestiaire aussi. Donc,
je pense pas qu'on va voir Harrison Barnes bouger de sitôt. Je pense qu'on l'aura encore dans le 5 la saison prochaine. Ce sera probablement. Enfin, ça reste quand même une valeur sûre sur un poste 3. Ça reste un joueur honnête. Voilà, tu sais ce qu'il va t'apporter. Mais voilà, est-ce que tu peux récupérer un joueur meilleur que Harrison Barnes en échange de Harrison Barnes? Pas sûr. Donc, je ne sais même pas si c'est la peine d'essayer de s'en séparer à ce stade, considérant voilà, son implication dans la communauté, etc. Et, voilà, et puis sa valeur actuelle. Quoi. Ce qu'on oublie de dire, c'est que Harrison Barnes, c'est pas un joueur qui est si vieux que ça, hein, mine de rien. On a Ouais. l'impression Il que a ça fait 30 ans, je crois, ou 29 ans, 29, 30 ou 30. 31, ça fait longtemps qu'il est dans la ligue parce qu'il est arrivé jeune. Mais c'est pas un joueur si vieux que ça. Donc, c'est un bon joueur. Je pense qu'on va le garder. Je pense que même, pourquoi pas, par la suite, ça me surprendrait pas qu'il intègre un rôle au sein de l'organisation des Kings. Pourquoi pas dans le coaching staff. Ça me surprendrait pas parce que c'est ce type de joueur. Donc, je pense. Maintenant, je pense que si on devait le bouger, on l'aurait fait. C'est pas le cas. Ça va rester un joueur cadre, même si c'est pas un gueulard entre guillemets, ça reste un cadre du vestiaire. Il avait dit quelque chose de très vrai en fin de saison, je crois. Il avait dit que D'Aaron Fox et lui étaient les deux mecs les plus vieux euh, des Kings au sens large. McNair est arrivé après eux. Il y a toujours l'autre connasse là, de Colocotronis qui est là depuis. Je crois qu'elle était là avant les Kings, elle est là depuis les Rochester Royals. Voilà, elle gratte une place depuis 1951. Mais ouais, mais il a raison en fait, Barnes. On se dit que les mecs sont là que, entre guillemets, depuis 2017-2018, et c'est les mecs les plus vieux de l'organisation, entre guillemets. C'est quand même incroyable. Donc, je pense qu'il y a une part de lui qui veut se barrer. Je pense. Après, ça dépend où il atterrit. Mais je pense qu'il y a une part de lui qui veut se barrer, mais il est très investi, comme tu disais, dans la communauté. On l'a beaucoup entendu pendant le Black Lives Matter. Il a reçu un prix, le Oscar Robertson, je ne sais plus trop quoi. Enfin, un trophée, pas sur le sportif, mais Ouais, sur l'implication dans la de la communauté. communauté. Ouais. C'est la deuxième fois de suite ou la troisième qu'il le reçoit. Donc voilà, c'est un joueur. Je pense qu'on en parlera encore au mois de février prochain, hein, à la trade deadline. Mais pour moi, c'est une pièce essentielle et qui, plus le temps passera, il prendra de l'âge et sa valeur baissera. À voir aussi ce qu'on fera à la draft. Quoi. Puis on va terminer du coup avec une petite dernière question de Olfactif 97 qui en passe le bonjour, qui pose beaucoup de questions, mais du coup on va en sélectionner une qui est Oh, la intéressante. dernière seulement. Voilà, la dernière qui est quel coach pour retrouver l'ADN Kings? Et du coup, on a une question qu'on a un petit peu abordée juste avant, mais qui est quand même qui est intéressante. Et comme on l'a dit, voilà, pour retrouver un ADN Kings, un peu, j'imagine, jeu, à savoir jeu collectif et voilà, et bonne défense, etc. Ben, toi, tu as pu voir jouer Darvin Ham et tu as l'impression que du coup, c'est un joueur qui ressort un peu dans le profil, un peu à la Doug Christie, etc., qui serait capable de fédérer des troupes, d'instaurer un style défensif. Donc, moi, voilà, moi, j'aime bien son profil-là. Bobby Jackson, quitte à choisir un mec avec la DN des Kings, on a Bobby Jackson, les gars, vainqueur de la Summer League. Non, je pense que tu as tout dit. Hein. Darwin Ham n'a pas il n'a pas le 100 Kings, entre guillemets, mais de ce que j'en voyais quand il jouait aux Pistons, de mémoire, ouais, je crois que c'était aux Pistons, j'aimais bien, c'était vraiment un joueur très rugueux, très. Voilà, qui faisait un boulot de soldat sans être flamboyant. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un coach flamboyant, on a besoin d'un mec justement qui amène un peu de dureté, de hargne et de défense, aussi bien extérieur qu'intérieur. Mais c'est un mec qui pourra. Pardon, il y a mon chien, il est en manque de souffle. Il pourra amener cette dureté, il pourra peut-être secouer même un mec comme Sabonis. Donc, ouais, je penche pourquoi pas sur Darwin Ham. Oui, ben, du coup, on a fait le tour de nos sujets pour ce 8e épisode. Donc, on se retrouve
se retrouve très bientôt pour des prochains sujets. Je pense qu'on aura très probablement un épisode spécial pour la draft et pour la free agency. En tous les cas, on continue de faire les bilans des joueurs voilà, avec des articles sur le site. On va également commencer à sortir des profils de draft. Sans trop spoiler, on peut se dire qu'on va faire évidemment, on sera en live pour la loterie et pour la draft. On va essayer de mettre ça en place. Voilà, on a quelques gars qui connaissent bien la NCAA, qui seront contents de venir apporter leur analyse. Voilà, on fait un big up à Thomas et Théo, notamment de notre équipe, qui sont très très chauds sur la NCAA. Des Donc mecs comme voilà, Nico qui vont venir gueuler comme des cons, comme que les joueurs toujours. veulent leur donner tort, comme à peu près tous les ans. Donc voilà, on a quand même la saison, comme on le dit souvent, la saison est terminée pour les Kings, mais pour nous, voilà, nous on continue à être là, à produire du taf, à faire des bilans notamment, et puis à se projeter sur la loterie, la draft. Et puis la free agency, évidemment, voilà, l'actualité est un peu calme, donc le compte Twitter l'est en conséquence. Mais voilà, dès qu'il y a des news importantes, en tout cas, on les relaiera, on les analysera, et puis notamment, on espère l'annonce d'un coach très prochainement. Donc, bah, la bise à tous, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du Sacramento Talk. Salut! Salut, merci de nous avoir écoutés.